Chaque jour qui passe est animé par des scènes de violence inouïes. Assassinats, féminicides, masculinicides, dépravation des mœurs et tribalisme à ciel ouvert. Les réseaux sociaux et même les médias traditionnels sont devenus le champ par excellence de la propagation de la haine. La société camerounaise est-elle définitivement en panne? Comment comprendre cette recrudescence d'égarements, y compris dans les temples de conservation de nos valeurs traditionnelles? Le récent cas de la vindicte populaire à Baloum dans la région de l'Ouest et la multiplication des actes tribalistes serviront de fil conducteur de cette autre édition de Sans Tabou qui reçoit un observateur averti de la société, le professeur Claude Abbé. Professeur Claude Abbé, bonjour. Bonjour, Monsieur Brankanga. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation que vous me faites. C'est partagé. Vous êtes professeur titulaire des universités. Vous êtes sociologue avant toute chose et vous avez une particularité pour la sociologie politique. Vous enseignez dans plusieurs universités, notamment très connues à l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous avez 53 ans, marié, père de plusieurs enfants et vous êtes également membre de l'association pour les anthropologues. L'association pour l'anthropologie du changement social et du développement, où je viens d'ailleurs d'être élu membre du bureau international. Du bureau international de cette association, quel est votre rôle? La répartition n'a pas encore été faite parce que nous attendons encore de repartir les rôles là-dedans. Parce qu'après l'élection des membres du bureau, il y a maintenant une élection des responsables dans le bureau. D'accord, professeur. On attend donc. Et vous venez de marquer votre entrée dans le champ politique camerounais où vous êtes secrétaire général d'un parti politique qui est le parti des démocrates camerounais. Pourquoi avoir finalement choisi ce timing 2026 pour entrer en politique? Le Cameroun est à la croisée des chemins. Quand vous regardez ce qui s'est déroulé le 12 octobre 2025, vous vous rendez très facilement compte que les Camerounais ont soif de rupture. Un candidat qui, 6 mois avant, rien n'indiquait qu'il pourrait être candidat à l'élection présidentielle, qui n'a même pas fait de campagne tant que ça, s'est retrouvé au coude à coude avec le parti dont l'obésité politique n'est plus à démontrer dans le champ institutionnel camerounais. Ce qui montre, faisant en cela en sorte que le score de M. Biya recule considérablement. Ça montre donc, et vous vous rendez compte que c'est un choix par défaut qu'ont fait les Camerounais. C'est-à-dire, leur problème était Biya, sauf tout le monde sauf Biya, en réalité, au point de baptiser ce dernier le bon diable. Il me semble donc, étant une figure qui peut en réalité jouer un rôle en termes de rupture, étant quelqu'un qui a toujours été critique et dissident vis-à-vis du régime de M. Biya intellectuellement au moins, il était temps en réalité que l'universitaire que je suis quitte simplement ce que les d'aucuns appellent le ministère de la parole pour entrer dans le champ politique et faire et porter une offre politique alternative qui, de mon point de vue, a ceci de symbolique. Le pouvoir a toujours été transmis au Cameroun par le moyen de la technique du dauphinat, sauf avec M. André Marimbida, qui lui a gagné les élections face à Oujoula pour se retrouver chef d'État, tout premier chef d'État camerounais. Et donc, à mon avis, puisqu'il s'agit de passer par le moyen des élections, ce symbole historique, il était bon de le faire vivre et de montrer aux Camerounais que la rupture dont vous avez soif peut passer justement par les urnes. Claude Abbé ambitionne-t-il gouverner le Cameroun? Et quand on entre en politique, le rôle d'un acteur politique, quand il s'agit d'une formation politique, c'est d'arriver au pouvoir. Et si on est au pouvoir, c'est de se maintenir au pouvoir. Et l'acteur qui entre
en politique, le citoyen qui entre en politique n'attend rien d'autre que ça, c'est-à-dire être un gouvernant au niveau du Cameroun, que ce soit à partir de l'échelle locale comme de l'échelle nationale. Donc de ce point de vue-là, en y entrant, c'est l'ambition et le projet nourri par ma modeste personne. Alors, et vous avez choisi le Parti des démocrates camerounais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix sur 370 autres partis? Je vous ai dit qu'il y a déjà que ce parti-là a une assise historique et symbolique très forte. C'est un parti, je le dirais, c'est le seul en réalité à avoir gagné les élections pour être chef d'État jusqu'alors au Cameroun. Comment ça? Oui, quand vous regardez Ahidjo n'avait pas gagné les élections, c'est Oudjoula et la colonisation française qui va le choisir pour en faire le tout premier chef d'État camerounais, mettant de côté celui qui lui avait gagné les élections parce qu'il n'a pas voulu faire le jeu des Français à ce titre-là. Mais il n'a jamais été chef d'État, André-Marie Mbida. Non, il a été chef d'État. C'est quoi être un État? Un État, c'est quoi? Expliquez-nous, nous sommes là aussi. Le 10 mai 1957, oui. Quand le Cameroun commence à penser à être un État, c'est un territoire, c'est un ensemble d'emblèmes, c'est une population. Le 10 mai 1957, André-Marie Mbida est celui qui va donner au Cameroun un drapeau. C'est celui qui va donner au Cameroun l'hymne national. C'est également lui qui va préparer les emblèmes du Cameroun. Quand j'ai cité ces éléments-là, on est dans le cadre d'un État. Il y a un État et puis on voit des élections qui sont faites justement pour gérer cet État-là. Il était une certaine manière de narrer l'histoire du Cameroun voudrait se limiter à dire qu'il était Premier ministre. Mais le chef de cet État à ce moment-là, c'était justement le Premier ministre du Cameroun. Justement, donc de ce point de vue-là, il n'était pas simplement un Premier ministre, il était un chef d'État. De toute façon, bonne chance et vous entrez par le cœur, puisque vous êtes le secrétaire général. On attend donc voir vos actions à la tête de ce parti politique. Entrons donc de plein fouet dans cette émission avec cette question qui brûle les lèvres du côté de Baloum, dans la Maine-Noire, région de l'Ouest Cameroun. 2 jeunes brûlés vifs le 5 juin dernier, justice populaire. Question aux sociologues, comment a-t-on pu en arriver là? Alors, comment a-t-on pu en arriver là? Il faut déjà dire que quand on est un État, toute forme d'organisation politique, le rôle en réalité c'est d'arriver à réguler la violence. C'est pour cela qu'il revient à l'État le monopole de la violence légitime. Alors, quand on en arrive là, il y a 3 ou 4 éléments qu'on peut convoquer. Lesquels? D'abord, le monde est entré dans une civilisation de la brutalité. Une civilisation de la brutalisation des rapports sociaux. Je n'ai pas à vous faire un défunt quand on vous parlera du Golfe Persique, quand on vous parlera du Moyen-Orient, quand on vous parlera de ce qui se déroule un peu plus proche de nous, avec des groupes djihadistes et autres. La violence est donc devenue un élément structurant de la vie en société. Et le Cameroun, qui n'est pas fermé à cette globalisation de la criminalité ou de la criminalisation de l'existence humaine, reçoit nécessairement les contre-coups de cela. Deuxième chose, l'État au niveau du Cameroun est un État qui, de mon point de vue, ne semble plus avoir le monopole de la violence légitime. Il faut le voir. On a parlé du journaliste Martinez Zogo, qui montre justement que les exécutions extrajudiciaires, les exécutions qui sont des comptes que les uns et les autres se rendent, ils se sont assis au niveau de l'État du Cameroun. Parce que quand on vous indique ce qui s'y est déroulé, on vous indique qu'il y a un certain nombre d'acteurs, dont les services de renseignement de l'État. Les acteurs du service de renseignement de l'État, ça montre que ce n'est plus simplement les acteurs à l'intérieur, en dehors les citoyens, mais que l'État lui-même a décidé de faire cette démonopolisation de la régulation de la violence. Vous allez également vous rendre compte que dans notre société, aujourd'hui, lorsque les uns et les autres interpellent un bandit quelque part,
ce bandit-là est l'objet automatiquement d'un recours à la violence. Et on le fait passer à la violence populaire quand ce n'est pas la bastonnade, c'est l'élimination. Et plus grave, c'est le dernier niveau d'analyse, c'est que les féodalités traditionnelles qui restent au Cameroun au niveau des Grassfields, comme au niveau du Septentrion, se croient en réalité tout permises. Les monarques qui sont les monarques traditionnels, qui sont à la tête de ces féodalités-là, se croient toutes permises. Vous vous souvenez que il n'y a pas très longtemps, une histoire similaire avait déjà secoué le Landerneau au niveau du Lamida de Garoua. Et donc, vous vous rendez bien compte que ces monarques traditionnels-là, se sont autorisés des libertés où aujourd'hui, ils sont à mesure de dicter la loi qui est la leur au-delà de la loi qui est dictée par l'État et de s'autoriser jusqu'à ces situations de violence sur les individus. Bien évidemment, il y a donc le chef de deuxième degré de la localité de Baloum qui est soupçonné de par les vidéos publiques diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias d'être le commanditaire de cette justice populaire dont les victimes étaient jusqu'ici accusées d'avoir volé des tôles. Sans prétention ni arrière-pensée d'interférer de quelque manière que ce soit dans les enquêtes qui sont en cours, un gardien de tradition, de surcroît auxiliaire de l'administration impliqué dans pareil acte. Quelle explication? On n'est plus en face d'un gardien de la tradition. Quand vous regardez les traditions négro-africaines, c'est des traditions vitalistes où on promeut et protège la vie. À partir du moment où une autorité traditionnelle devient celle-là qui se donne l'autorisation de doter la vie aux individus, on est rentré dans une criminalisation de la société où quelqu'un instrumentalise la chefferie traditionnelle en réalité pour devenir une sorte de potentat, et une sorte de potentat qui ne peut en réalité répondre de rien auprès de qui que ce soit. Et ça, c'est parce que on a peut-être des informations que nous avons reçues, c'est que dans beaucoup de chefferies traditionnelles de cette nature, pas seulement à l'ouest, les chefs traditionnels se donnent beaucoup de liberté et que les autorités administratives, c'est les autorités de l'État, ne font pas nécessairement le travail qui doit être fait pour empêcher que cela soit fait. Et ce chef, on pourrait dire qu'il a juste été malchanceux parce que un smartphone passait par là et quelqu'un a eu la présence d'esprit de filmer et de rendre cela public. Si aujourd'hui c'est rendu public, peut-on savoir le nombre de compatriotes camerounais qui sont aujourd'hui disparus à cause justement de ce type? Il y a donc eu, il me semble-t-il, un laisser-aller. Ce laisser-aller-là a amené ces autorités traditionnelles à penser que chacun avait son petit bout de Cameroun avec ses lois et que pouvait dicter sa loi, pouvait donner vie et mort à qui il voulait. On est rentré là en réalité sur le chemin foucaldien du pouvoir, où en réalité l'autorité qui est en charge du pouvoir est à mesure soit de prolonger la vie, soit de mettre fin à la vie. Donc, alors, dans le cas d'espèces, puisque vous évoquez d'autres cas, notamment dans le Septentrion, on a eu d'autres plaintes ces jours-ci du côté de Bafoussam et d'autres qui ressortent au fur et à mesure, avec le cas notamment de Steve et le second accusé donc d'avoir volé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces autorités traditionnelles, qui en passant sont des auxiliaires de l'administration de par les textes qui régissent leur fonctionnement, sont protégés cette fois-ci par les autorités administratives? Il va être difficile de dire qu'il y a une protection de la part des autorités administratives puisqu'il y a eu une interpellation. Il y a eu une interpellation. Moi, lorsque je l'ai dit tout à l'heure, c'était en fait pour décrier le laxisme de certaines autorités administratives qui en réalité ne semblent pas être rigoureuses vis-à-vis des dérapages qu'on observe dans nos chefferies traditionnelles. Et donc, de mon point de vue, il y a cet élément. On ne peut pas dire qu'ils sont protégés puisqu'il y a eu
cette auto-saisine par le commandant de la gendarmerie. Je crois que c'est le commandant de Légion. De Légion de gendarmerie de l'Ouest, où les enquêtes se déroulent, bien évidemment. Qui a engagé cela pour restaurer l'autorité de l'État. Parce qu'en réalité, des choses comme celle-là remettent en question l'autorité de l'État et amènent la société à rentrer dans l'état de nature où tout le monde peut utiliser désormais la force et la violence pour se rendre justice ou rendre justice à un tiers auquel il est lié. Donc, de mon point de vue, c'est un délitement de la société qui montre en réalité que il y a une crise vis-à-vis de l'autorité de l'État, y compris de la part de ses auxiliaires. Parce que justement, vous dites bien que ce sont les auxiliaires de l'administration, qui plus que eux, auraient dû être les relais de la politique de sécurité et de la politique judiciaire au niveau des villages et des chefferies traditionnelles qui sont les leurs. Donc, à mon avis, là, on assiste à un dérapage qui ne peut pas être, par ces temps qui courent, couvert par une quelconque autorité administrative. Merci beaucoup. Les investigations et enquêtes sont donc en cours au niveau de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam, où au total 4 personnes, y compris le chef Baloum, sont gardées à vue au moment où vous regardez cette émission. Ces événements, professeur Claude Abbé, surviennent au moment où des expressions telles littoralien, bamiphobie ont le vent en poupe dans les médias et sur les réseaux sociaux. À quoi est dû ce rapprochement subit entre un présumé acte barbare d'un chef traditionnel et l'étiquetage d'un groupe ethnique? Vous savez, en réalité, sur le terrain de la sociologie, l'on démontre généralement que ce n'est pas l'acte même qui est déviant, mais il y a une construction sociale de la déviance à partir de l'étiquetage que les uns et les autres opèrent. Or, il se trouve que sur un certain nombre de luttes sur le terrain, soit du politique, soit autour des ressources naturelles, on assiste aujourd'hui à une réémergence de ce qu'on pourrait appeler l'autochtonie, la défense et l'activisme pour l'autochtonie. Le terme littoralien qu'on doit justement à Émile Lombert et un certain nombre du côté du littoral, qui a tendance à démontrer que sur le terrain politique, il y a des communautés qui, elles, viennent se faire élire dans le littoral pendant que chez elles n'autorisent pas que d'autres personnes puissent se faire élire au même moment. Ces termes qui expriment une peur de voir en réalité le littoral et les autochtones de là disparaître en face de ceux qui sont venus, notamment dans la zone de Douala, qui est une ville cosmopolite. Ça montre également une crise de la législation autour de comment gérer ces zones cosmopolites de manière à faire en sorte qu'il y ait articulation entre l'idée de république et la reconnaissance que la République fait aux communautés à la base. La notion de bamiphobie qui elle aussi est apparue dans l'espace public, qui elle-même est un cache-sexe généralement, vous avez un certain nombre d'individus qui effectivement posent des problèmes et en les posant, qui ont indexé une communauté. Mais vous avez aussi les acteurs de cette communauté-là qui, pour empêcher qu'on parle de certaines choses qui peuvent être gênantes pour eux, vous mettent au devant de la scène l'idée de bamiphobie. En réalité, étant ici une sorte de tribalisme de victimisation qui, de ce point de vue, vise à empêcher que l'on puisse parler en toute liberté de choses qui peuvent fâcher pour la communauté. Et donc, il faut prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à cet usage des éléments. Il me semble que comme le chef Baloum se trouve être bamileke, et que dans la situation de bamiphobie, c'est les mêmes qui sont au centre, la même communauté qui est au centre de cette question-là, qu'elle soit attaquée ou alors que ses membres utilisent cette notion-là pour se défendre, et qu'au niveau du littoral également, l'ennemi symbolique ou imaginaire que ceux qui défendent l'idée de littoralien se sont trouvés, c'est justement également les bamileke. Il y a donc une coïncidence dans le temps. Les deux survenant au même moment où il y a cette séquence historique où ces notions-là sont à la mode
c'est tout naturellement que dans l'idée de criminalisation d'une communauté, certains vont utiliser et instrumentaliser à fond, même si rien n'est établi sur ce plan-là que entre l'étiquetage et la réalité, il y ait une coïncidence ou une correspondance. Mais en tout cas, le chef Balloum étant un membre de la communauté Bamileke, il sert désormais de prétexte à certains justement pour analyser cette communauté où il y a des gens sérieux qui n'ont rien à voir avec la criminalité, pendant que, comme dans toutes les communautés, on peut rencontrer des gens qui sont également proches des actes de criminalité. Vous étudiez au quotidien les comportements sociaux. Quel est votre avis sur la récente posture adoptée par Abel Elimbi Lobé qui, entre autres, va quand même jusqu'à demander aux Bamileke, entre guillemets, de rentrer chez eux? Bon, vous savez, je pense pas, quand j'ai suivi Elimbi Lobé, il pose un problème qui est sur le terrain, moi je justifie pas, il pose un problème qui est sur le terrain du type de contrat social que la société camerounaise doit adopter. Est-ce que, lorsque je parle du type de contrat social, comment articuler la République avec ses communautés? La République est arrivée, les communautés existaient déjà. Et la République ne veut pas dire la fin des communautés. C'est le premier niveau de problème qu'il pose. Comment arriver à créer une citoyenneté cosmopolitique où à la fois on va se reconnaître comme de la communauté nationale, mais où les communautés infra-étatiques ne disparaissent pas. Ils peuvent cohabiter et s'articuler au reste des éléments. Le deuxième niveau de problème qu'il pose, c'est un niveau à l'échelle locale, où il s'est rendu compte que la communauté Bamileke, justement, parce que quand vous regardez au niveau des... les faits objectifs indiquent que si vous regardez au niveau du Parlement, Nourane Foutine est Bamileke. Vous regardez l'honorable Joshua aussi, il est Bamileke. Vous allez vous rendre compte que Jean-Michel Nintu, les autres. Et Bamileke, vous allez vous rendre compte que à ce moment-là, il y a un problème qui va se poser. C'est que si l'appareil n'est pas possible chez ces communautés-là, les calculs qui ont été faits pour avoir un nombre de représentants par région dans la représentation nationale, ces calculs-là sont faussés. Et Elimbi Lobé vous dit, sur cette base-là, en prenant appui, bien qu'il y ait un subterfuge dans son affaire, il mêle à la fois et le foncier et la représentation politique. Or, le fait d'accéder, d'avoir des députés, entre guillemets, littoraliens, ou des maires littoraliens, ça ne règle pas le problème sur le terrain du foncier. Donc, de ce point de vue-là, il y a cet élément-là qui montre le mal-être de ceux qui sont dans les localités cosmopolites, qui en réalité cohabitent au quotidien avec des compatriotes venant d'autres horizons, mais qui ont un ressentiment du fait qu'en fait, leur autochtonie est mise en mal par le caractère cosmopolite pris par la localité. Et donc, de mon point de vue, il peut le dire, de dire que les gens vont rentrer chez eux, mais en réalité, les lois de la République n'autorisent pas qu'on en arrive à ce niveau-là. Et justement, je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il faut continuer d'inviter pareils acteurs dans les médias qui continuent de transmettre effectivement ce discours en disant ouvertement j'ai de la haine contre telle communauté, je n'aime pas telle, je n'aime pas... Ce n'est pas l'invitation à Elimbi Lobé parce que vous lutterez contre la liberté d'expression à ce moment-là. Est-ce qu'on ne franchit pas la ligne rouge de la liberté d'expression à ce niveau? Justement, à partir, c'est pour ça que je voudrais vous dire qu'il faut faire un distinguo entre la liberté d'expression et les manières de l'utiliser et d'en abuser. C'est-à-dire, le média qui invite M. Elimbi Lobé est un média qui veut laisser une liberté de parole à quelqu'un. Soit. Maintenant, si les lignes sont franchies, la législation est claire. Il y a une bonne part de responsabilité qui relève du média et une part de responsabilité qui relève de l'interlocuteur qui a participé aux médias. Au lieu de mettre en difficulté les médias, il vaut mieux attenter quand vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui, justement, les lois existent.
la loi sur le tribalisme, bien que je trouve que ce n'est pas une loi complète, parce qu'il y a une nouvelle forme de tribalisme qu'il va falloir aujourd'hui prendre en compte là-dedans, le tribalisme de victimisation, parce que quand quelqu'un se dit victime, il désigne nécessairement un bourreau. Et donc il y a une forme de stigmatisation en miroir qui se joue derrière. Mais ces lois qui existent déjà d'abord, il faut pouvoir les appliquer. Quand des acteurs se sont rendus compte, on a des ONG, on a des organisations de défense des droits de l'homme, ça ne doit pas nécessairement être une histoire de la communauté bamileke ou d'une communauté donnée, mais qui doit pouvoir arriver à sévir à ce niveau-là. Et se rendre compte que, effectivement, quelqu'un a foulé au pied les principes minimaux du vivre ensemble à ce moment-là. Il faut pouvoir interpeller. Mais, vous voyez, on va vous dire que le monde actuel est un monde qui se radicalise. C'est un monde de populisme où l'extrémisme et le suprémacisme parfois s'expriment également de cette manière-là. Vous allez le voir que dans de nombreux pays occidentaux, ce que vous décriez ici des Limbilobé, ils sont parfois ceux-là qui sont les gouvernants. On vient de le voir avec la Hongrie de Viktor Orban. On l'a vu avec beaucoup de gens qui suivaient le président Trump au moment de son élection, surtout ou même au moment de sa première défaite à la Maison Blanche. Donc de ce point de vue, il me semble que les lois doivent encadrer ce qui doit rester de l'ordre du politique et ce qui relève de la haine viscérale contre une communauté. Personne ne peut soutenir la haine contre une communauté. Le tribalisme et les haines, les discours de haine sont réprimés au Cameroun par la loi numéro 2019-020 du 24 décembre 2019. Vous l'avez dit, il y a nécessité de peut-être compléter cette loi-là, mais comment comprendre jusqu'ici le silence de la justice, alors que pour le cas de justice populaire cité plus haut, tout de suite les autorités ont pris leurs responsabilités. Alors vous me posez une question à laquelle je ne peux pas nécessairement y répondre, parce que je ne suis pas au cœur de ceux qui vous gouvernent. De mon point de vue, il faut systématiser. Chaque fois qu'il y a eu une sortie qui est hors du cadre légal, il faut systématiser. Il ne faut pas faire les choses à géométrie variable. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire que mon parti était écœuré du fait que c'est 2-3 jours après que les autorités se mettent à réagir pour un cas de flagrant délit. Et surtout qui concerne pas une vie, quand c'est même déjà une vie humaine, c'est déjà beaucoup. Et là, on parle de 2 vies humaines. Donc, de ce point de vue, c'est des choses où le procureur de la République doit s'auto-saisir. Il n'a pas besoin d'une dénonciation, il doit s'auto-saisir dès lors qu'il en est informé. La gendarmerie, la première brigade de gendarmerie qui est là, le premier commissariat de police, doivent s'auto-saisir en termes de mesures conservatoires en attendant de s'y mettre. Donc, de mon point de vue, ce que je voudrais dire, c'est un traitement à géométrie variable, rendre compte de la crise de fonctionnement de l'État. Et c'est ça qui génère le déficit de confiance que les gens font désormais à l'État. Du coup, j'ai eu envie de vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une forme de complot, puisque ça se dit un peu de partout. Je pose peut-être cette question-là tout haut de notre posture de modeste journaliste. N'y a-t-il pas un complot pour essayer de diviser quand même des Camerounais qui, dans les faits, et nous le disons avec conviction, vivent en harmonie entre eux partout où ils se trouvent sur le territoire national. J'entends dans l'espace social, un certain nombre d'acteurs sociaux tiennent effectivement des discours selon lesquels les divisions aideraient le pouvoir en place à se maintenir au pouvoir et aideraient le pouvoir en place à tirer l'attention vers autre chose plutôt que vers l'essentiel qui sont par exemple l'accès à l'eau potable, à l'énergie et tout le reste. Bref, que ce serait une sorte de distraction qui empêcherait que le pouvoir puisse faire face à la demande sociale au niveau d'un certain nombre d'attentes d'accès aux services sociaux de base. Mais je me méfie toujours des discours complotistes. Les thèses complotistes ont cela de particulier, c'est qu'on choisit parfois un bouc émissaire et on
on laisse la vraie réalité en face, il me semble qu'il y a un sérieux problème de vivre ensemble entre les Camerounais aujourd'hui. Qui devient sérieux. Il devient sérieux et ça montre quoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les problèmes de vivre ensemble vont naître autour de la dispute des ressources. Quand tout le monde a accès à la possibilité de vivre, de produire son existence quotidienne sans grosse difficulté, Monsieur Kamga, dites-vous bien, et il ne saurait savoir que vous êtes soit allogène, soit autochtone. Et ça rend donc compte ce qu'on est en train de vivre. Pour ma part, ces divisions sont d'abord une réponse de la société au durcissement des conditions de vie, à la dégradation des conditions de vie entre les Camerounais. Et c'est une réponse qui me semble même une réponse, une forme d'action politique populaire. Action populaire, pourquoi je parle d'action politique populaire? C'est une manière de dire au pouvoir, puisque vous chantez le vivre ensemble, et qu'il n'y a qu'un bout de Camerounais qui au fond mange. Et nous, ici, on est en difficulté pour accéder à un certain nombre de ressources. On va vous rendre la tâche un peu difficile. Ça peut être un discours inconscient qui existe entre les individus pour justement... Mais le drame ici, c'est que les gens qui se battent et qui luttent les uns contre les autres sont tous des marginalisés. Les établis, n'ont pas ce type de problème. Vous n'allez pas voir les gouvernants et ceux qui sont au sommet de la vie de l'État se battre parce que ils n'ont pas ce problème de... Et ils n'appartiennent pas à une seule communauté. Non, ils n'appartiennent pas à une seule communauté. Ils communauté. viennent de toutes les 10 régions du Cameroun. Alors, vous voyez comme ça nous ramène. Vous voyez que certains ont ourdi, toujours sur le terrain de l'espace social, que le pouvoir était éteint. Une démarche assez grossière qui, véritablement, quand vous regardez les gouvernants camerounais, vous vous rendez bien compte qu'ils viennent de toutes les régions et que vous ne saurez dire que ceux-ci ne sont pas là, ceux-ci ne sont pas à tel endroit. Et donc, en mon sens, il y a un besoin pour les Camerounais de se ressaisir pour découvrir qui est leur véritable ennemi. Et il y a des choses dont l'État en est responsable et où il faut réguler. De ce point de vue-là. Je vous parlais, quand vous voyez le cas Elimbi qui parle du foncier et autres, c'est à l'État de protéger les populations vulnérables de leur vulnérabilité. C'est son rôle de régulateur. Quand on laisse prospérer, par exemple, un capitalisme sauvage, les retours du capitalisme sauvage, c'est que ça expose ceux qui aujourd'hui profitent de la vulnérabilité des autres demain à cette vulnérabilité-là. Ils peuvent devenir la chair à canon alors que l'État aurait pu, de mon point de vue, éviter qu'on en arrive à ces situations-là. On prend la pub. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité, le professeur Claude Abbé. Il est sociologue, observateur des comportements sociaux au Cameroun et nous parlons des fléaux qui minent notre société. Autre aspect de ce programme, donc plus globalement avec vous, professeur Claude Abbé, il y a cette décrépitude des comportements moraux, la dépravation des mœurs, une société où le respect a pratiquement foutu le camp, la prostitution qui se vit sous toutes ses formes, sous toutes les couleurs, la drogue, le sexe. On dirait que le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe. Non, on est en face d'une société qui s'effondre. Une société qui s'effondre, lorsque nous disons qu'on est en face d'une société qui s'effondre, vous voyez, il n'y a plus aucun repère moral. La crise est d'abord d'ordre moral. Et quand je dis qu'elle est d'abord d'ordre moral,
vous voyez une situation comme celle qui survient à Baloum. Il y a des gens qui, au lieu de s'indigner qu'une vie humaine, que 2 vies humaines, on a perdu 2 compatriotes, trouvent un moyen pour faire une danse de charognard autour de ça. Parce que le charognard, quand il vient et qu'il y a encore, c'est pas pour enterrer le corps ou pour le pleurer. C'est en réalité pour tirer profit en se nourrissant. Ceux qui se mettent à accuser d'autres communautés, alors que il y a des vies humaines qui sont là, ça nous donne une grosse impression que au niveau des valeurs, des référentiels moraux, le Cameroun a reculé. Voyez, la jeunesse aujourd'hui, elle s'adonne à tous les excès, à tous les abus. Quand ce n'est pas l'alcool, c'est la drogue, c'est les jeux de hasard, c'est X ou Y, c'est même la sexualité débridée. Vous allez vous rendre compte que là aussi, il y a une chute des repères moraux. Et quand on va vous dire qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs dans le champ religieux qui se passent pour des pasteurs, que eux-mêmes sont parfois des acteurs de cette immoralité, vous comprenez que la société s'effondre. Elle s'effondre parce qu'en réalité, les institutions sociales semblent avoir abdiqué. Quand vous regardez au niveau des familles, les parents sont aujourd'hui plus entraînés à aller chercher de quoi pouvoir vivre, laissant de côté l'éducation de leurs enfants, en réalité, oubliant l'essentiel de cela, parce que quand vous avez obtenu de quoi pouvoir vivre, après, si vous avez des gens sans repère, je ne suis pas sûr que vous avez une famille. Et donc, on est dans une phase, et quand vous regardez le rapport à l'État, l'État même est en crise. Son pouvoir, son autorité est en crise, tel qu'on va se rendre compte quand ce n'est pas des gens qui font un usage privé de l'autorité de l'État, comme on l'a vu dans le cas du meurtre de Martinez Zogo. Là au moins, ce n'est pas commenté un procès en cours. C'est des éléments qui ont été documentés déjà par la presse et qui sont rendus publics du fait du déroulement du procès. Il y a une utilisation privée de l'autorité de l'État pour donner de la mort, non pas pour protéger la vie. Et vous vous rendez compte à travers cela que on est dans une société où il va falloir aujourd'hui véritablement faire un sursaut d'orgueil et se reconfigurer si on veut continuer à parler d'une société camerounaise. Parler d'une société camerounaise, c'est aussi à travers les médias, les plateaux de télévision. Et vous, professeur Claude Abbé, vous y êtes pratiquement chaque semaine. Dites-nous, comment est-ce que vous appréciez le niveau des débats qui tiennent en haleine les Camerounais? Non, le niveau de débat est des plus détestables actuellement. On est arrivé au plus bas niveau. Je peux vous le dire que moi, qui suis quand même depuis un peu plus de 20 ans dans l'espace public médiatique, lorsque nous faisions des débats hier, c'était des débats d'une certaine facture. Aujourd'hui, d'abord, c'est n'importe quel kidam que vous trouvez dans les médias. Tout le monde s'est découvert une capacité de faire des analyses, de produire du savoir qui peut être consommé par les médias. Et c'est très souvent des gens dont l'indigence intellectuelle est parfois abyssale. Et que les médias continuent pourtant d'inviter et qui polluent le débat public. Et si vous regardez l'essentiel de ce qui retient en haleine les médias aujourd'hui, ce ne sont pas les problèmes qui peuvent structurer la société camerounaise. Pour rendre la société camerounaise consciente de la situation grave dans laquelle elle se trouve et permettre un sursaut à cette société-là. À mon sens, il y a eu une détérioration des échanges sur l'espace public et même de la qualité du débat public qui ne permet pas aujourd'hui que l'on puisse dire que les médias jouent véritablement leur contre-pouvoir à travers ça. Je rappelle que c'est un titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication aussi qui s'exprime puisque vous avez obtenu votre diplôme dans ce sens-là en France, donc vous le dites en connaissance de cause scientifique et technicien du domaine. Est-ce que Claude Abbé, on ne va pas dire que vous, les intellectuels, justement, vous êtes en partie responsable de cette déliquescence lorsqu'on voit des agrégés
se crêper les chignons sur les plateaux de télé, comparer leurs diplômes, leurs costumes, s'insulter en longueur de journée à Mondovision? Je vous trouve généreux lorsque vous qualifiez tous les universitaires d'intellectuels. Non, tout le monde n'est pas intellectuel. Tout le monde ne l'est pas, je suis désolé. C'est-à-dire que un intellectuel, c'est quelqu'un qui est conscient. Ça valorise quand même un plateau de débat lorsqu'on dit tel professeur. Excusez-moi, ce que je suis en train de dire, que vous ça. n'allez pas appeler tous ces universitaires-là intellectuels. Non. Parce qu'un intellectuel, c'est un phare pour la société, qui est conscient d'être un phare et qui doit pouvoir éclairer la société pour amener la société à trouver des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée. Et ça peut être, quand vous regardez même la notion d'intellectuel, vous prenez, que ce soit notre société traditionnelle, c'était pas nécessairement des gens les plus diplômés. Dans notre société traditionnelle, vous trouvez des gens très éclairés qui ont cette capacité-là d'aider la communauté à trouver les voies et moyens pour résoudre leurs problèmes. En France, l'affaire Dreyfus, à laquelle est liée cette affaire, ce n'était pas simplement un certain nombre d'universitaires, des artistes et autres qui ont décidé de lutter contre l'arbitraire. Si vous allez dans la Russie tsariste, vous allez vous rendre compte que le terme intelligentsia, d'ailleurs, qu'on doit aux Russes, renvoie à un certain nombre d'intellectuels organiques, c'est-à-dire des gens qui, au sein du pouvoir, peuvent aider à résoudre les problèmes de ces derniers, à guider les gouvernements pour leur donner la matière, la ressource qui permettent de résoudre cela. Alors, vous voyez, quand aujourd'hui on a un doctorat ou alors on a un grade qu'on a acquis à l'université et que le milieu médiatique devient le lieu de monstration, de mise en évidence de soi. Vous comprenez que ces gens-là ne sont pas là pour la plupart pour apporter des solutions à la société, mais en réalité pour se produire. Et c'est justement parce qu'il faut sortir de ces acteurs des médias qui viennent se produire pour avoir des gens qui peuvent transformer les ressources intellectuelles à leur disposition pour réfléchir sur les problèmes que rencontre la société et trouver des voies et moyens, des alternatives. Et ça dit que les médias doivent revoir les castings. Il faut revoir les castings. Il faut revoir les castings. Il faut nécessairement revoir les castings là-dessus. Quand vous avez quelqu'un qui se présente, par exemple, comme étant un professeur de droit, qui n'a jamais parlé de rien de droit dans une quelconque émission. Je ne vous citerai pas les noms, mais vous connaissez, qui n'a jamais rien, qui quand il faut parler de droit, vous ne l'avez jamais vu. Mais si vous voulez parler de l'Africa Foot, vous le voyez. Si vous voulez parler des choses politiques, vous le voyez. À quel moment vient-il mettre à profit l'expertise en matière de sciences du droit qu'on lui connaît? Peut-être il est spécialiste en droit du sport. Non, justement dans le cas d'espèce. Non, celui auquel je pense, ou ceux à qui je pense, ne renvoient pas à ça. Et donc, de ce point de vue-là, il faut véritablement arriver aujourd'hui. Il serait de bon ton dans les médias que vous arriviez, quand il y a une question qui concerne un domaine, de regarder qui a même écrit sur la question. Pour arriver, on parle de violence là par exemple. Si vous partez voir mes écrits, vous allez voir que c'est un terrain que j'ai suffisamment investi. Et donc, à ce titre-là, je peux avoir quelques prétentions à dire des choses qui auraient du sens pour comprendre à quoi renvoie la violence et comment il faut pouvoir la régler. Je rappelle que le sociologue, dans son rôle d'étude des comportements sociaux, fait également des propositions acquis de droit pour pouvoir améliorer la société, et une stratégie nationale pour le changement social et de comportement vient d'être mise sur pied avec le concours des psychologues, des sociologues. Est-ce que vous auriez participé à l'élaboration de ce document? Non, vous savez, ma modeste personne, pour des raisons liées à le choix de la dissidence que j'ai faite, fait en sorte que très souvent, quand il s'agit des choses qui concernent l'État du Cameroun, ce n'est pas à ma modeste personne qu'on pense en premier. Et cela ne me gêne pas beaucoup, parce que je suis consulté ailleurs. Êtes-vous quand même au fait de cette stratégie? Vous me la faites découvrir.
Parce que je n'en suis même pas au courant. Une stratégie qui a été pensée par un comité ad hoc, piloté par le ministère de la Communication et d'autres partenaires. C'est pour ça que je vous dis, je n'en suis même pas au courant. C'est dire qu'ils ne la vulgarisent pas pour qu'on en soit suffisamment informé. Pourtant, comme je vous le disais, dans d'autres pays, mon expertise est plutôt très appréciée. Il n'y a qu'au Cameroun que l'on voit très peu cette expertise-là mobilisée par la puissance publique. Nul n'est prophète chez soi. Pourtant, au niveau d'un certain nombre d'organismes internationaux, situés au Cameroun, je suis très souvent consulté et impliqué dans un certain nombre de projets. Donc vous estimez être mis en minorité dans votre propre pays? Je ne peux pas savoir si c'est une mise en minorité, mais en réalité, c'est un constat que j'ai fait. Si c'est ça qu'on appelle mise en minorité, dans ce cas-là, je comprends. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, professeur Claude Abbé, désormais avoir peur d'une société où tout peut arriver à tout moment du fait de la démission des acteurs au niveau de divers maillons de la chaîne sociale? Nous sommes effectivement à un point de bascule. Nous sommes à un point de bascule où, si nous faisons un sursaut d'orgueil, le Cameroun peut se remettre rapidement debout. Mais si les choses continuent à aller à volo, sans qu'il y ait des gens qui disent « Oh là, faisons un arrêt et essayons de nous regarder, où allons-nous ?» Le Cameroun peut avoir peur de se retrouver dans une société où tout s'effondre. Je vous l'ai dit, l'État a commencé à s'effondrer. Quand vous allez dans dans les marges de l'État, vous vous rendez compte de cela. Même quand vous êtes en plein Yaoundé, vous vous rendez compte de l'effondrement. C'est pas totalement effondré, mais d'un processus qui tendrait vers l'effondrement de cela. Quand je vous disais tout à l'heure, par exemple, que on peut utiliser sous la barbe du pouvoir central les structures et l'autorité de l'État pour donner de la mort aux compatriotes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui atteste justement d'une privatisation de l'État, d'une privatisation de l'autorité de l'État, dans le sens de sa criminalisation. Et donc, de ce point de vue, il me semble qu'il y a aujourd'hui un besoin que les Camerounais se regardent en face, pour se dire quelle est la société que nous voulons. En réalité, il faut se le dire, ne nous disons pas parce que les gouvernants ne jouent pas leur rôle. Ces gens sont appelés à passer. Ces gens sont appelés à partir. Mais les Camerounais sont amenés à continuer à vivre au Cameroun et à garder le Cameroun pour eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, il y a un besoin d'un sursaut sur tous les plans pour qu'on en arrive à faire société. Parce que le faire société semble avoir disparu de la société camerounaise. Faire société, c'est quoi en réalité? C'est un problème de lien social, d'attachement, de réciprocité dans cette logique-là. De la même manière que je dois vous respecter, de la même manière vous devez en retour me respecter. Les liens qui naissent entre nous, c'est ça qui fait en sorte qu'on arrive à faire société. D'avoir un attachement à la société qui produit du lien et qui produit la vie dans ce cadre. Et au vu de ce qui se passe donc chez nous, est-ce que vous comprenez du point de vue sociologique ceux qui se battent désormais à quitter le pays à tout prix? C'est facile de comprendre cela, qu'effectivement, ils ont atteint un point de découragement qui est un point de non-retour. Et que ce découragement-là les a entraînés à dire, tant qu'à faire, il me faut aller me chercher ailleurs. Parce que justement, le pays semble avoir été confisqué par quelques-uns qui, en réalité, n'ont aucune intention d'écouter même les voix de la rupture sorties des urnes. Ils n'arrivent pas à écouter cela parce que vous ne pouvez pas me dire, les Camerounais ont parlé en octobre là, pour la présidentielle. Qu'est-ce qui justifie que de nombreux mois après, on n'ait pas un gouvernement qui soit une réponse idoine à ce que les Camerounais ont dit dans les urnes? C'est-à-dire que vous au pouvoir c'est 53%, les autres qui ne sont pas d'accord avec vous c'est 47% environ. Je ne vois pas ce qui empêche cela. Ça peut se comprendre donc justement que en situation de désespoir, que les gens aient besoin d'ailleurs. Vous savez, dans Albert Eichmann a élaboré un triptyque pour comprendre comment les gens réagissent quand une situation de crise naît, une situation de malaise et autres. C'est exit, voice et loyalties. C'est-à-dire la loyauté,
la sortie, c'est-à-dire que vous dites c'est une sorte de démission en réalité. Comme certains le disent au quartier, vous laissez. Oui. Et l'autre, c'est des gens qui choisissent de dénoncer. Donc, vous voyez, on a ces 3 catégories. C'est pour vous dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas prêter attention uniquement aux gens qui ont décidé de faire exit, qui ont décidé de partir, de sortir de l'espace social et d'aller dans d'autres pays comme le Canada et autres, de nourrir c'est un fait social, les diasporas. Oui, c'est un des choix qui s'est imposé à ces gens, pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire ils ne l'ont pas choisi pour beaucoup d'entre eux. Il y a une autre catégorie qui a décidé d'être loyale, c'est-à-dire qu'elle a dit, advienne que pourra, c'est même comment, nous on est avec ceux qui gouvernent, même si c'est mauvais, nous on est là-dedans, parce que Haïti, leur épingle du jeu. Il y a l'autre catégorie qui est comme les nous autres, qui avons décidé que nous ne partirons pas, parce que le Cameroun a besoin, nous ne sommes ni loyaux, ni partis. Nous sommes là pour dénoncer, essayer de construire une alternative, une possibilité de rupture à l'intérieur du Cameroun. Et c'est la même chose même avec les fléaux pour lesquels vous êtes en train pour lesquels qui ont suscité l'échange avec vous. Et il me semble que cette catégorie de Camerounais qui ont dit on ne bouge pas, on va changer les choses, ici, ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne pouvez l'imaginer. Merci beaucoup. Et dernière question, vous êtes désormais homme politique, ce qui ne met pas de côté votre casquette de sociologue, homme politique, un de plus et espérons-le pas de trop. Qu'est-ce que le parti camerounais des démocrates camerounais, le parti des démocrates camerounais, dont vous êtes le nouveau secrétaire général, propose pour purger notre société de cet tas de maladies? Alors, première chose, et c'est là le point nodal. Je vais d'ailleurs vous dire que je ne suis pas un homme politique de plus. Je suis un acteur politique nouveau. Avec une volonté d'articuler des choses certaines. Parce qu'en réalité, ma formation déjà va m'être utile ici, sur ce plan-là. Je ne suis donc pas quelqu'un qui s'improvise acteur politique comme certains le font. C'est avec une conscience avérée, avec une volonté d'être utile différemment dans le Cameroun que je viens. Et deuxième chose, c'est là. Toutes les choses dont nous avons parlé ici ont un point nodal commun. C'est l'agression de la dignité des Camerounais. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à l'eau potable, que vous n'avez pas accès aux soins de santé, que vous n'avez pas accès à l'électricité, que vous n'avez pas... En fait, on vous installe dans une vie indigne. Et le principe central du projet de société que propose le PDC, c'est en réalité de travailler pour la redécouverte de la dignité humaine, en permettant justement qu'il y ait une démocratisation de l'accès à toutes ces choses de première nécessité qui sont les services sociaux de base et autres. Deuxième chose, c'est lutter contre tout ce qu'il y a comme réseaux et sectes qui ont pris le pays en otage. Comment ça? Lutter contre cela en essayant de mettre en place une possibilité pour que les choses au Cameroun, il y ait une transparence sur chaque chose à laquelle on peut accéder. Que ce ne soit plus parce que vous vous appelez Brand Kamdai, que vous avez un circuit ou un réseau dans lequel vous êtes ancré. Je ne voudrais pas dire que ce soit votre cas, mais c'est une image que je prends, que vous avez accès à un service qui est ouvert à tout le monde. Il s'agit, deuxièmement, de réconcilier le Cameroun avec son histoire. André-Marie Mbida luttait pour une véritable autonomie du Cameroun. Et tel que vous voyez, vous allez vous rendre compte que notre économie reste extravertie. Un certain nombre de choses qui sont réalisées ici, nous avons besoin d'aller voir ce que les autres nous disent d'ailleurs, et puis on se met en mouvement ici. Donc il s'agit d'acquérir d'arriver à émanciper le Cameroun, à la fois politiquement, économiquement et socialement. Voilà les éléments sur lesquels travaille cet élément. Troisième chose, il s'agit de faire une véritable rupture d'avec l'ordre gouvernant que nous connaissons depuis 1958 au Cameroun. Parce que c'est cet ordre gouvernant qui a débouché sur cette société effondrée dont nous parlions. Vous comprenez que le professeur Claude Abbé n'est pas simplement là pour décrire que la société s'est effondrée, que ceci marche mal, mais essaye d'apporter
une solution pour que la société se relève. Et c'est pour tout cela qu'il faut faire confiance au PDC, qui est un parti pour lequel la démocratie, la société inclusive, la constitution de la société inclusive sont des éléments sur lesquels nous ne transigeons pas. Et sur la dignité de la personne et de notre coexistence commune. Avec le PDC, il s'agit en fait de construire une société qui va faire un saut qualitatif en elle-même, avant d'arriver à se produire comme étant un géant économique. Pourquoi nous parlons d'un géant économique? Le Cameroun a un potentiel qui est énorme, qui pourtant n'est pas mis en mouvement pour justement que le Cameroun fasse la même figure avec le potentiel qui est le sien et que le potentiel devienne la réalité. Telle est l'une des choses sur lesquelles le PDC travaille et vient faire la proposition aux Camerounais que nous ne devons plus nous tourner vers l'extérieur. Nous ne devons plus avoir peur de rester au Cameroun. Nous ne devons plus avoir envie de partir. Il s'agit pour nous de penser désormais à changer les choses à partir du Cameroun et pour les Camerounais. De manière pratique, comment on change ces choses? Comment on les change? C'est en allant d'abord s'inscrire dans les listes électorales. D'accord, parce ensuite? Une fois que vous avez élu les bonnes personnes, le bon programme politique, vous serez à mesure de demander des comptes à ce programme politique-là. Je vais vous dire au PDC, c'est très différent de ce que je vois dans d'autres partis. Nous avons fait une charte pour tous les candidats que nous allons présenter dans les élections. Ce ne sera pas un blanc-signe qu'on vous donne, un chèque en blanc. C'est-à-dire vous prenez un engagement avec le parti au moment où il vous donne son investiture, de manière à ce que nous puissions contrôler et réguler, même pendant votre mandat, que vous n'êtes pas en train de tailler le parti. De manière à ce que ce pourquoi le programme pour lequel les électeurs vous ont élu, qu'il se traduise dans les faits. La politique particulièrement sera candidat aux législatives et municipales à venir. Je vous ai dit tantôt que quand on entre en politique comme acteur, c'est pour gouverner. Vous avez donc la réponse à travers cela. Toutes les portes sont ouvertes. Tout à fait. Claude Abbé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Nous n'avons pas la prétention d'avoir élugué et élagué tous les problèmes qui minent la société camerounaise, mais nous avons fait venir l'expert des comportements sociaux et sociétaux pour davantage comprendre ce qui se passe, et nous espérons vous avoir édifié sur quelques points, et nous devons tous travailler chacun à son niveau pour un Cameroun et un monde meilleur. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Sans Tabou. À très bientôt. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change, et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.